Merci à tous pour votre présence pour cette conférence qui se basera sur WebAssembly. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Vincent Ségouin, je suis développeur chez Xebia depuis maintenant 2017. En majorité sur les environnements Java, Node et environnement cloud AWS. Donc, au cours de ces 25 prochaines minutes, donc, nous allons décortiquer un petit peu ce que c'est que WebAssembly. Donc, à quoi ça sert, comment on peut s'en servir, dans quel but, est-ce qu'il est aussi rapide que ce qu'on le dit, et qu'est-ce que cela apporte comme contraintes et particularités comme langage avant d'en tirer des conclusions. Donc, tout d'abord, on va commencer par le début et le commencement. Donc, WebAssembly, qu'est-ce que c'est? Donc, WebAssembly, c'est le travail commun de différentes organisations, donc la Fondation Mozilla, Google, Microsoft, Apple et le World Wide Web Consortium, donc, dont la première version date de 2015. Donc, globalement, c'est un langage qui peut être comparé à de l'assembleur, qui a été pensé à la base pour compiler du C, du C++ et du reste dans un format binaire qui pourra être exécuté après coup dans un navigateur web. Donc, c'est ce qu'on appelle globalement une cible de compilation. Donc, pour faire simple, on ne compile un langage typé en WebAssembly. On ne code pas directement en WebAssembly comme on pourrait le faire avec du Java ou du Python. Donc, ok, c'est bien, c'est sympa, mais globalement, qu'est-ce que ça peut nous apporter? Donc, les promesses de WebAssembly, il y en a trois. Donc, la première, c'est une certaine portabilité. Donc, les fichiers binaires étant relativement petits, ils ont pour vocation à pouvoir être réutilisés dans différents projets. La deuxième, c'est une interopérabilité. Donc, vu qu'on peut compiler du C, du C++ et le lancer dans un navigateur, ça permet en fait de pouvoir faire communiquer différents langages entre eux avec WebAssembly au centre. Donc du JavaScript qui va appeler du C, etc. etc. Et la dernière, c'est que la dernière promesse, c'est une vitesse d'exécution qui s'approche des exécutions natives, donc comme on pourrait faire des performances comme on pourrait l'avoir avec du C. Donc, le WebAssembly, c'est exécuté dans une runtime spécifique à l'intérieur de JavaScript. Donc, on a l'environnement JavaScript, on a l'environnement WebAssembly, qui est donc une sandbox isolée, avec au milieu une mémoire partagée qui est utilisée pour pouvoir faire transiter différentes informations entre les deux environnements. Et JavaScript donc, nous fournit une API qui nous permettra de charger les fichiers binaires et faire des opérations avec. Donc, la première version date de 2015 et globalement, la compatibilité, c'est avec tous les grands navigateurs. Donc, tous les gros navigateurs gèrent le WebAssembly, mis à part quelques exceptions comme Internet Explorer, Opera Mini ou UC Browser, mais qui représentent une part de marché assez faible dans le monde. Donc, WebAssembly, c'est un binaire qu'on fait tourner, voilà, mais dans quel cas on s'en sert? Donc, globalement, on s'en sert pour tout ce qui est traitement lourd en CPU. Donc, tout ce qui va être les jeux vidéo dans le navigateur, tout ce qui est chiffrement, traitement d'image, traitement de son, ou bien de la data vis ou de la simulation de physique. Donc, je vais voir quelques exemples. Donc, par exemple, une équipe s'est amusée à porter Doom 3, donc la version de démo, en WebAssembly. Donc là, c'est le navigateur qui va exécuter le code. Ce n'est pas un streaming comme on pourrait l'avoir avec Stadia ou ce genre de choses. C'est vraiment le navigateur qui va comprendre le jeu et qui va faire tourner le jeu en offline. Un autre cas un petit peu plus commun dans le use case, en fait, c'est un outil de compression d'image. Donc ça s'appelle Squoosh. On lui fournit une photo, on lui fournit une image, et en navigateur, en offline, va permettre de pouvoir faire de la compression. Donc la partie WebAssembly va faire le traitement des pixels de l'image pour pouvoir le compresser et avoir une image un petit peu plus légère à la fin sans avoir besoin de solliciter le serveur pour faire cette action. Et un dernier exemple, c'est Google Earth qui a été porté en version bêta en WebAssembly. Donc Google Earth qui est accessible dans le navigateur directement sans avoir besoin d'installer le logiciel. D'accord, donc maintenant on va plutôt se concentrer sur comment on va pouvoir l'utiliser, comment on va faire des binaires. Première étape, c'est qu'il faut déjà choisir un langage. Donc, il y a des langages qui ont déjà été prêts, donc qui sont prêts pour la production, donc tout ce qui est C, C++, Rust, TypeScript, etc. Et il y a aussi des langages dont il y a des travaux en cours, mais qui ne sont pas encore prêts pour l'usage, donc par exemple JavaScript ou Java, ou même Python, pour des problématiques soit de typage, soit de communication avec la JVM pour Java par exemple. Il y a toutes ces problématiques à régler avant de pouvoir les utiliser en WebAssembly.
Donc nous, on va se concentrer sur du code que l'on va prendre en C. Donc j'ai fait juste une petite fonction simple d'édition, donc un cas assez basique, on est loin de Doom, mais pour notre exemple ça suffira largement. Donc on compte prendre cette fonction-là et le transformer en binaire. Donc on va utiliser une toolchain qui s'appelle mscript10, qui va embarquer un certain nombre d'outils et sur lesquels on va lui demander de compiler donc, notre fonction en binaire. Donc sur la commande, on ne voit pas du tout le laser, c'est génial. Donc on va lui fournir plusieurs éléments. Donc le premier, c'est le fichier qui contient la méthode, donc le fichier qui contient la méthode qu'on veut compiler, on va lui demander du coup d'exporter, d'expliciter les exports qu'on veut faire. Donc là, on veut lui faire exporter une fonction qui s'appelle add, et on va lui fournir d'autres paramètres, par exemple les optimisations du binaire avant la compilation. Donc, il va utiliser Clang, donc, qui est un compilateur qui permet de passer du C à du LLVM IR, qui est une représentation textuelle de LLVM, qui est utilisée après pour pouvoir faire des optimisations de code avant même l'exécution. Donc, maintenant qu'on a notre code LLVM, on va le traduire, donc là c'est mscript10 qui va reprendre la main, pour faire une représentation textuelle de ce que sera notre binaire. Donc ça va être ce morceau de texte, enfin ça va être ce texte-là qui va être compilé en binaire à la fin. Si on regarde le détail, on peut voir que dans la représentation du WAV-file, donc pour WebAssembly, text, format, on va avoir plusieurs éléments. Donc l'export du nom de la fonction avec les paramètres que ça va prendre en entrée, donc de type i32. Donc il va prendre deux paramètres, et en résultat, ça va nous renvoyer un type i32, donc pour integer 32 bits. Et à la fin, mscript10 va utiliser un dernier outil embarqué qui s'appelle binarian, qui prend cette représentation du WAV-file pour avoir le binaire que l'on va pouvoir charger dans le navigateur. Donc là, je vais vous montrer un exemple pour la toolchain de mscript10. Différents langages, chaque langage dispose de sa propre toolchain. Donc globalement, les fonctionnalités seront les mêmes, mais après, il y aura quelques subtilités. Donc par exemple, TypeScript, ça ne va pas être mscript10, ça va être AssemblyScript. Ça va apporter quelques subtiles différences, mais globalement, le fonctionnement sera identique. Donc maintenant qu'on a vu comment on faisait notre binaire, on va prendre un autre exemple donc, qui va être une fonction qui permet de faire une suite de Fibonacci, que j'ai réalisé donc, en TypeScript. Donc pour ceux qui connaissent un peu TypeScript, ils vont voir que j'utilise des types assez bizarres, on reviendra dessus après, donc c'est les types de WebAssembly, que l'on va compiler en binaire avec AssemblyScript. Donc même fonctionnement, sauf qu'au lieu d'utiliser le mscript10, on utilise AssemblyScript, qui va nous fournir à la fin trois fichiers. Donc le fichier WASM, qui est le binaire en tant que tel, un fichier JS qui va être un utilitaire qui nous permettra de charger le binaire dans notre code, et un fichier HTML que l'on va mettre de côté, qui est majoritairement utilisé pour vérifier que la compilation s'est bien faite, est-ce que le module se charge bien. Donc on ne parlera pas du coup du fichier HTML, on va se concentrer sur les deux premières parties. On va prendre le fichier binaire, et dans notre code JavaScript, on va commencer tout d'abord par aller le charger. Donc on doit le récupérer depuis le serveur. On va récupérer du coup ce binaire qu'on va devoir transformer en tableau d'octet. Et ce tableau d'octet, on va devoir l'instancier. Donc on va créer une instance du module en lui fournissant quelques paramètres. Et à la fin, on a un fichier, donc une variable donc, qui va nous contenir le module et sur lequel on va pouvoir soit appeler les fonctions d'import, soit communiquer avec la mémoire et faire d'autres actions sur l'environnement. Donc, quelques contraintes, parce que là, j'ai montré un exemple simple, mais WebAssembly embarque, mine de rien, quelques subtilités sur lesquelles on peut se heurter. Donc, tout d'abord, on ne peut pas manipuler le DOM. Donc, par exemple, un React full WebAssembly, ça ne sera pas pour tout de suite. Néanmoins, il y a une solution qui nous permet quand même de pallier à ce problème-là, c'est qu'on peut appeler des fonctions JavaScript à l'intérieur du code WebAssembly. Donc, dans du C, on pourra appeler des fichiers, des fonctions JavaScript. Donc, par exemple, je reprends sur du C, on peut voir que j'ai rajouté une petite ligne donc, qui est le externe void log value, donc, qui est une fonction, donc je dis au code C qu'il va avoir une fonction qui s'appelle log value, qui n'est pas implémentée dans son code, mais qu'on va lui fournir après,
qui prend donc une chaîne de caractères en entrée et qui l'appellera donc sur la méthode donc foobar qui sera exportée dans le binaire. Donc après, on peut voir quand on fait la compilation, on peut voir qu'en plus de l'export de la fonction foobar, on va avoir un import de la méthode logValue. Donc on sera obligé de lui fournir en entrée. Donc là, lorsqu'on va instancier le module, on va lui fournir une variable supplémentaire qui va lui donner un environnement d'exécution sur lequel on va faire l'implémentation du logValue. Donc là, dans cet exemple-là, une fois que j'ai instancié mon module et que j'appelle la méthode foobar en lui donnant donc la chaîne de caractères à loguer, il va appeler la fonction JS. Et là, tout naturellement, on va recevoir 0 dans le navigateur. On ne va pas recevoir donc le hello Xebicon comme on pouvait s'y attendre, parce qu'on tombe sur un deuxième souci avec notre code, c'est que le WebAssembly, on ne peut communiquer avec lui qu'avec des valeurs numériques, donc soit des entiers, soit des floats. Du coup, on peut se poser la question, comment je fais pour pouvoir soit lui envoyer des objets complexes, des tableaux, des chaînes de caractères. Alors, déjà, on peut se rendre compte que sur les fonctions renvoyant des chaînes de caractères, il y a une transformation. Au lieu de renvoyer, par exemple, le type string sur cette fonction que je réalise en TypeScript, le résultat, ce ne sera pas un type string, ça sera un type i32. En réalité, le secret de tout ça, c'est la mémoire partagée. L'information donc de le 0 que l'on reçoit en retour de fonction, ce n'est pas rien, c'est en fait la valeur du premier caractère dans la mémoire partagée. Donc ça veut dire que la première lettre de Hello Xebicon se trouve à l'offset 0 de la mémoire partagée. Donc le secret pour pouvoir faire transiter des chaînes de caractères, c'est qu'il faut jouer avec cette mémoire partagée. Donc, par exemple, si on veut envoyer le mot hello en paramètre, on va devoir dans un premier temps prendre la chaîne de caractères, le transformer en binaire, aller manipuler la mémoire partagée, donc lui donner à un certain emplacement mémoire la chaîne de caractères, pour après lui envoyer en paramètre l'offset du texte plus la longueur du texte à récupérer. Donc ça peut amener à quelques problématiques. Déjà, c'est un traitement qui peut être assez lourd à mettre en place à la main et qui peut, si on a énormément de communication entre du WebAssembly et du JavaScript, faire une perte de performance parce qu'il va y avoir des traitements en interne qui peuvent faire un petit ralentissement. Donc, il y a quand même une solution. Donc, on n'est pas obligé de faire tout ça à la main. C'est, comme je dis au tout début, quand on compile un code en C, on récupère donc, le fichier WebAssembly, puis un fichier utilitaire JS. Ce fichier utilitaire en JS, on appelle ça le glue code. Donc, c'est un fichier qui va wrapper, donc qui va, lors de la compilation, détecter les traitements d'objets complexes, de chaînes de caractères, et va en fait wrapper tout ça pour pouvoir en fait communiquer facilement avec WebAssembly. Donc, on va pouvoir lui fournir une chaîne de caractères. Le glue code va s'occuper lui-même de faire la transformation dans la mémoire et fournir ces informations-là dans le runtime du WebAssembly. Donc, par contre, on est obligé de manipuler de la mémoire à la main, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de garbage collector. Donc, effectivement, ça a été prévu pour compiler du C, et l'absence d'un garbage collector, ça ne pose pas de souci. Et la solution qui est proposée, c'est que, en fait, il n'y a pas de solution pour l'instant. Vous êtes obligé pour l'instant de faire attention. Donc, le glue code permet de pallier pas mal de soucis de ce côté-là. Mais le problème, c'est qu'il y a un risque, si on ne fait pas suffisamment attention, d'avoir un overlapping des informations qu'on fournit en mémoire. Donc, par exemple, le hello peut se transformer en foo hello, ou peu importe, en fonction de ce qu'on met. On peut corrompre les informations en mémoire. Maintenant qu'on a vu comment fonctionnait, comment on pouvait l'utiliser et les pièges sur lesquels il faut faire attention, on va se concentrer un petit peu plus sur tout ce qui est performance. Donc, on entend souvent que le WebAssembly, ça va détrôner JavaScript, c'est le plus rapide. Donc, du coup, j'ai fait quelques recherches. Je me suis basé sur un outil fourni par un certain Takeirox qui est disponible sur GitHub, qui a pour objectif en fait, de faire plein de benchmarks sur des bouts de code. Donc, une version qui va comparer le temps d'exécution d'un code en JavaScript et son pendant en C compilé en WebAssembly. Donc, j'ai fait un premier test qui est
donc c'est image convolution, mais en fait non, c'est une suite de Fibonacci, qui fait donc le traitement d'une suite de Fibonacci. Donc j'ai réalisé ce test-là sur Firefox 70. On voit que JavaScript, ça fait à peu près 337 millisecondes d'exécution. WebAssembly, on en est à 284, si je lis bien d'ici. Donc ce qui nous fait à peu près une optimisation de 20%. On a à peu près la même chose sur une image convolution d'image, pardon. Donc là aussi, on fournit une image, ça parcourt les différents pixels. Et là aussi, on obtient à peu près 20% de performance en plus sur du WebAssembly. Et un dernier exemple, c'est un émulateur Game Boy qui a été créé et compilé en WebAssembly et qui a le bon goût de fournir un benchmark pour tester en fait la différence d'exécution entre du WebAssembly, du TypeScript et du TypeScript compilé avec Clojure. Et donc si on regarde la moyenne des FPS, on se rend compte que la version WebAssembly dépasse de loin les deux autres versions avec un gain de temps x2. Enfin, donc on peut se dire, c'est génial, on fonce tous. Bah non, en fait, c'est pas aussi simple non plus, parce que les exemples que je vous montrais, c'est que sur Firefox, et il y a énormément de différences entre les différents navigateurs. Parce que comme je l'ai dit, le runtime WebAssembly est intégré à l'intérieur du runtime de JavaScript. Donc par exemple, SpiderMonkey pour Firefox, V8 pour Chrome, et les implémentations ne sont pas les mêmes. Donc là, si on regarde sur ce diagramme qui a été fourni par PSPDFKit, qui est un outil qui permet de générer des PDF au sein du navigateur et qui ont fait ces benchmarks-là, ils se sont rendus compte que, effectivement, sur donc cette petite colonne en bleu, donc que les performances sur WebAssembly dans Firefox sont les meilleures. Avec Chrome, on arrive à peu près à un équivalent entre l'exécution JavaScript, WebAssembly, on n'a pas spécialement de gain de performance, et sur Edge, qui au début était un petit peu à la traîne avec WebAssembly, qui était vraiment beaucoup plus lent que JavaScript, et qui se sont améliorés sur les autres versions. Donc, du coup, en voyant ça, je me dis, je vais peut-être reprendre mon image convolution, et je vais refaire un comparatif entre l'exécution sur Firefox et l'exécution sur Chrome par moi-même. Donc là, je me suis rendu compte, effectivement, sur Firefox, je tiens à peu près mes 20% comme d'habitude. Par contre, sur Chrome, on perd 42% de performance. Donc là, on a une chute qui est très nette. Et je me suis amusé, du coup, à regarder sur l'exécution du code, donc avec le WebAssembly, l'émulateur Game Boy, pardon. Et là, je me rends compte que, effectivement, les gains de performance entre la partie WebAssembly et la partie TypeScript, il n'y a pas vraiment de différence. Donc, ce qui coïncide à peu près avec les résultats qu'on avait eus sur le benchmark comparatif des différents navigateurs. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ces benchmarks-là? En fait, les benchmarks sont assez compliqués en fait, à réaliser parce que la plupart des benchmarks sont faits sur des petits scripts, des petits bouts de code. WebAssembly n'a pas été prévu pour faire en fait, des petits bouts de code. Donc, c'est plus prévu pour des use cases un peu plus complexes, comme par exemple Doom, ou faire un émulateur, ou faire de la compression d'images. Voilà. Et en plus de ça, WebAssembly a un overhead d'exécution parce que, contrairement à du JavaScript qui doit être chargé, qui est chargé et qui est exécuté, en plus de ça, WebAssembly doit être récupéré depuis le serveur après le JavaScript, puis après être recompilé et réinstancié avant de pouvoir être utilisé. Donc il y a un petit overhead en général là-dessus, ce qui peut se ressentir sur des petits bouts de script. Et JavaScript, mine de rien, a quand même eu 20 ans pour s'améliorer. Donc le moteur V8 ou SpiderMonkey sont extrêmement puissants, et avec leur moteur Just-in-Time, leur compilateur Just-in-Time, permet d'avoir des performances assez puissantes. Mais d'un autre côté, avec WebAssembly, c'est que vu que le code est déjà compilé en binaire et déjà eu des optimisations en amont, il n'y a pas de ralentissement. Donc, contrairement à du JavaScript où on peut avoir des pics de ralentissement lors de l'exécution, les performances de WebAssembly sont linéaires. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur WebAssembly? Donc, mine de rien, c'est une technologie qui est encore assez jeune, mais qui reste quand même utilisable, qui n'est pas utile si vous avez besoin de cas triviaux. Donc, ça ne sert à rien si vous avez juste besoin de faire un petit tri
ou une petite fonction d'addition, ou même une suite de Fibonacci, c'est prévu vraiment pour des cas beaucoup plus lourds ou avec un besoin critique de performance et de prédictibilité. Donc, je me suis perdu. La courbe d'apprentissage, si vous voulez vous y mettre, est mine de rien assez compliquée. Donc, entre les problèmes de performance, entre le glue-code qu'il faut récupérer, les optimisations à appliquer et les différentes formes de typage, donc la manipulation des types, la mémoire partagée, le passage des objets complexes, ça peut être assez compliqué. Ça ne pourra pas, et ce n'est pas prévu pour remplacer JavaScript dans un futur proche, en tout cas. Mais j'aime même dire qu'il peut y avoir un certain intérêt si, par exemple, JavaScript, d'ici quelques années, commence à mettre du typage et simplifie l'intégration de WebAssembly. On peut très bien imaginer que JavaScript sera automatiquement compilé en WebAssembly, par exemple avec un équivalent de Babel ou de Webpack, afin de faire ça transparent. Et je pense qu'à ce moment-là, on pourra avoir une autre vision de la façon dont on développe sur le web. Merci. Si vous avez des questions. Ce que j'avais compris donc, de WebAssembly, une des promesses à l'origine, c'était qu'il serait possible de prendre des logiciels existants, écrits depuis longtemps, dans des langages connus par les développeurs, et de le porter vers le web. Il y avait l'aspect performance et c'était l'aspect portabilité. Est-ce que, à votre sens, la promesse est remplie à ce niveau-là? Parce que j'ai l'impression qu'il faut adapter le code quand même de manière assez importante pour qu'il puisse tourner avec les types spécialisés ou autres. Alors, c'est prévu. Alors, peut-être pas forcément faire porter des logiciels déjà existants tels quels, le compiler, on le fait passer Mscripten ou autre pour pouvoir le lancer dans un navigateur. Plus en fait réfléchir à la façon dont on va construire un logiciel comme un logiciel lourd. Par exemple, je vais prendre par exemple AutoCAD ou des logiciels de CAO, où là on peut commencer à réfléchir effectivement à pouvoir en fait en avoir une version prévue pour le web. Donc par exemple avec Google Earth qui est réadapté. Après, en fonction des logiciels, il y a une phase de réécriture effectivement où il y a des petits détails en fait. On peut pas, c'est pas une transformation complètement transparente. Donc, par exemple, le système de typage ou s'il y a besoin de manipuler du JavaScript, il faut fournir les informations en runtime, ce genre de choses. Donc, c'est une option. On peut, je pense, transformer ça, mais il y a quand même un petit travail en amont à faire. Ça ne sera pas aussi straightforward que ça. Merci. Bonjour. Est-ce que tu sais s'il y a un moyen de manipuler de la data dans le local storage? Alors pour manipuler le data dans le local storage, le plus simple à mon sens, alors je n'ai pas regardé ce cas-là, mais à mon avis je pense que ça se trouve dans fournir donc, une fonction JavaScript utilisable dans le moteur WebAssembly, et ce sera cette fonction-là qui manipulera le local storage. Donc on peut très bien imaginer que la fonction va appeler le local storage en JavaScript et renvoyer l'information au module WebAssembly. Donc cette option est possible, je pense, mais il faut passer par... on ne pourra pas faire directement WebAssembly, local storage, vu que c'est vraiment dans une sandbox isolée.